Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Et oui, à 9h17, c'est l'heure de retrouver Parlons Immo, votre émission 100% immobilier avec Sylvain Lévy-Valency, fondateur de Radio Immo et toute son équipe. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurence et bonjour à tous et bonne année. Et bonne année. Aujourd'hui, au programme, une émission consacrée aux viagers. Absolument. Nous avions clôturé l'année à vos côtés, ma chère Laurence, et nous sommes ravis de la commencer d'ailleurs avec vous. Première émission, c'était de 2024. On va parler du viager. Le viager, c'est un vrai sujet, un sujet extrêmement intéressant qui se popularise de plus en plus, et ça sera l'occasion de parler avec une personne qui dirige le réseau Viagimo et qui va nous parler d'immobilier. Voilà, puis on écoutera comme d'habitude nos auditeurs avec Bérénice de Villefloriot. N'hésitez pas bien sûr à nous joindre si vous avez des questions sur votre logement, que vous soyez propriétaire ou locataire. On attend comme d'habitude vos appels au 0826 300 300. Absolument, on va parler notamment des donations. Vous savez, c'est un peu l'époque des donations en fin d'année fiscale avec enfants, petits-enfants. Nos auditeurs d'ailleurs nous a posé la question. C'est maître Couzigou Suas, notaire à Paris, qui nous répondra. Et enfin, ma chère Laurence, Grégoire nous amènera comme chaque semaine. On va reprendre ça en 2024. On va garder les bonnes habitudes. On va faire le tour de France des biens coups de cœur. Et voilà, les biens coups de cœur, c'est parti. Et on commence avec les infos à retenir. Alors, les infos à retenir cette semaine, ma chère Bérénice, on va vous souhaiter une très très belle année. Bonjour, bonne année. Ça démarre plutôt pas mal. Très bien. Alors, avec quoi on démarre comme nouveauté pour ce marché 2024 ? Alors, on commence avec un point sur le marché immobilier. C'est la Fédération nationale de l'immobilier qui nous dresse le bilan. Après des premiers frémissements en 2022, le marché a bien ralenti en 2023. On enregistre une baisse drastique, inédite, de 22% des ventes de logements existants, donc je compte pas les logements neufs qui sortent de terre. Environ 875 000 ventes ont été réalisées en 2023. C'est un retour de 7 ans en arrière. Alors après, attention, les dernières années avaient été exceptionnelles. On constate des prix immobiliers en baisse sur une grande partie du territoire français, surtout dans les grandes villes où ces prix avaient flambé. À Paris, par exemple, les prix repassent sous la barre symbolique des 10 000 € avec une moyenne de 9 966 € le mètre carré, soit une baisse de 5,7% sur un an et de 7,7% sur 2 ans. Dans toute la France, on constate qu'en général, les villes où les prix immobiliers avaient le plus grimpé, ce sont les villes où les prix baissent le plus actuellement. Je dis en général, car il y a des exceptions. Je vous en avais parlé. Le littoral sur la côte méditerranéenne, le sud de la France et la Corse, les villes comme Perpignan, Montpellier ou Nice résistent encore avec des prix toujours en hausse de 1 à 3%. Et en effet, c'est pas encore exactement une bonne nouvelle pour les grandes métropoles, mais on va attendre un peu. Vous avez parlé des logements, un petit mot des professionnels notamment. Alors en 2023, le marché de l'immobilier représente environ 150 000 emplois, salariés et agents commerciaux compris. Il y a 62% de femmes. Alors on le sait, le contexte est compliqué, mais malgré cela, le secteur de l'immobilier a généré 19,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, soit autant que le secteur de la publicité et davantage que le secteur de la poste par exemple ou du courrier. Dans le détail, 2/3 de ce chiffre d'affaires a été réalisé par les transactions, donc les ventes, et le reste par l'administration de biens, vous savez, la gestion locative, etc. On a raison d'ailleurs de dire que l'immobilier, c'est quand même une branche majeure de notre pays. Une ville française offre une prime de 10 000 € à ses nouveaux arrivants. Oui, alors il s'agit de la ville de Moulins, dans l'Allier 02. La municipalité a pour objectif de redynamiser son centre-ville en attirant de futurs propriétaires. Et pour ça, elle a lancé un fonds d'aide à l'accession à la propriété qui permet d'avoir une prime de 100 € par mètre carré et un minimum de 3 000 € par logement. Alors, quelques conditions sont à remplir pour avoir cette prime. Vous devez être primo-accédant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça doit être le tout premier logement que vous achetez. Vous deviez être locataire auparavant. Vous devez choisir un logement vacant depuis plus d'1 an qui doit avoir plus de 15 ans. Ah oui. Et vous devez vous engager et résider pendant au moins 6 ans. Si vous ne restez pas, vous devrez rembourser la prime. Alors, on peut imaginer sur le principe qu'avec 100 € d'aide au mètre carré, ça doit faire fureur ou pas ? Franchement, depuis sa mise en place, cette aide a permis la rénovation et l'occupation de nombreux logements. 340 000 € ont déjà été distribués. Et en fait, c'est une belle opération pour cette ville qui comptait pas mal de logements vacants. 13% des logements étaient vacants. Et c'est le maire Pierre-André Périssol. Alors peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est l'ancien ministre du Logement.
de 95 à 97 qui a créé ce dispositif attractif. Un des plus grands ministres du logement que nous ayons eu, avec notamment Il a des bonnes idées en tout cas. Jean-Louis Borloo et Pierre Mignori. Voilà, bien joué Pierre-André Périssol. On continue, Bérénice, avec les tendances Airbnb pour 2024. Ah oui, avec les JO, ça Et oui, il y a déjà des Français qui réservent des séjours sur Airbnb. Alors, quelles sont les villes les plus convoitées en France cette année? Sans surprise, avec les Jeux Olympiques l'été prochain, ce sont Paris et Lille qui sont les plus demandés par les Français. Pour la période du 26 au 11 août, les recherches ont été multipliées par 7 par rapport à l'année dernière. D'autres villes qui sont plus proches de Paris et de Lille qui accueilleront les Jeux Olympiques sont également très publicitées, comme Boulogne ou Versailles. Et en dehors de ces villes, les Français privilégient le bord de mer, notamment le sud-ouest. Alors c'est pour ça d'ailleurs que pour les destinations françaises, au niveau international, les Français vont partir où en 2024? On a quelques idées? Dans le top, on retrouve Abidjan, la Côte d'Ivoire, sans doute pour être aux premières loges. Vous savez, il y a eu la Coupe d'Afrique de football. Ensuite, il y a Mykonos, que les Français adorent. Lanzarote en Espagne, Québec au Canada, Marrakech au Maroc, Édimbourg en Écosse et une petite nouvelle ville qui est chouchoute des Français, c'est Osaka au Japon. Ah, pourquoi pas. On va terminer avec une info insolite, comme chaque semaine. Et oui, si vous avez le pied marin, si vous aimez la Bretagne et que accessoirement vous avez 2 millions d'euros, vous pourrez peut-être vous acheter une île, notamment dans l'archipel de Bréa, dans la Manche, sur les côtes nord de la Bretagne, en Côte d'Armor. C'est magnifique là-bas, juste à côté de Paimpol. Le luxe ne connaît pas la crise. Il y a bien d'exceptions qui continuent à s'arracher, même si la réglementation, il faut quand même le dire, quand on achète une île, est assez complexe. Enfin, voilà. La clientèle est discrète. C'est souvent de jeunes retraités français. Ah oui, d'accord. Voilà. Eh ben, on va y réfléchir un peu plus tard. Faut économiser. C'est ça, oui, c'est ça. Merci beaucoup, Bérénice. Elle est à 9h23. On se retrouve bien sûr dans quelques instants pour la suite de Parlons Immo avec votre grand témoin tout à l'heure. Ce sera Sophie Richard, la fondatrice du réseau Viagimo. À tout de suite. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. À 9h27, c'est la suite de Parlons Immo avec Sylvain Lévy-Valency et toute l'équipe de Radio Immo. Et c'est l'heure, Sylvain, de retrouver votre grand témoin. Oui, merci Laurence. Bonjour Sophie Richard. Bonjour Sud Radio. Merci d'être avec nous. Vous êtes en duplex. Vous êtes à l'autre bout de la France. Où est-ce que vous êtes exactement? Alors, pas trop à l'autre bout de la France, au Sable d'Olonne, sur la côte vendéenne. Donc à 3h15 de train de Paris. Une région magnifique. Alors vous êtes la fondatrice du réseau Viagimo, que nous connaissons bien maintenant, puisque nous présentons vos biens chaque semaine. Et vous êtes d'ailleurs la première franchise en Europe spécialiste du viager. Sophie, est-ce que le viager est un élément de réponse solide, on peut dire les choses comme ça, face au contexte d'un marché de l'immobilier fragile tel que nous le connaissons depuis le début de l'année 2023 ? Alors, c'est vrai que dans le contexte actuel, notamment du financement, on voit bien que c'est un vrai sujet pour les acquéreurs qui souhaitent devenir propriétaires de leur résidence principale. Ils se voient refuser l'emprunt. Alors, soit la banque prête, mais de quoi financer un T2, mais leur besoin est d'acquérir un T4. Et on voit de plus en plus d'acquéreurs qui se tournent vers le viager libre, parce que oui, le viager libre existe, et c'est vrai, il est assez méconnu, parce que beaucoup pensent que n'existe que le viager occupé. C'est le viager occupé, un petit rappel, c'est le vendeur qui reste vivre dans son logement. Alors que le viager libre va concerner des biens où le vendeur est parti en maison de retraite ou rejoint sa famille, ou encore c'est une résidence locative qu'il ne veut plus louer ou ne peut plus louer, notamment avec ses obligations de performance énergétique pour ces propriétaires-là. Et les logements deviennent libres. Et ça, c'est l'heureuse nouvelle pour les acquéreurs qui peuvent enfin devenir propriétaires grâce au viager libre. Et surtout, ils peuvent éviter tous les frais inhérents à l'emprunt. Parce qu'aujourd'hui, si je dois emprunter un logement de 300 000 euros sur 15 ans, il m'en coûtera un coût de financement d'environ 136 000 euros et une mensualité bancaire de 2 430 euros par mois. Alors que si j'achète ce même bien de 300 000 euros en viager libre à une venderesse qui a 76 ans, ça correspond à une espérance de vie également de 15 ans, pour comparer ce qui est comparable, la rente viagère se rapportait à 1 790 euros par mois. Donc on voit bien qu'il y a une économie substantielle dans le taux d'effort mensuel d'une part, et surtout dans l'économie liée au coût de financement des 136 000 euros de départ. Donc on a beaucoup d'acquéreurs qui finalement ne savaient pas que le viager libre existait et qui pouvaient habiter de suite
leur logement. Grégoire Darigo. Sophie, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut dire, Sophie, à toutes ces personnes qui n'ont pas toujours eu une image positive du viager? C'est vrai que pendant des années, c'est un système qui n'a pas été trop adopté parce qu'on se disait, je caricature volontairement, mais peut-être, mais voilà, on attend la mort d'une personne pour pouvoir bénéficier d'un bien, et donc il y a des personnes qui ont peut-être été réticentes à adopter le viager. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de tabous autour du viager, et finalement, les gens ne s'y intéressent pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés, alors que bien au contraire, le viager va répondre aux ambitions de l'économie circulaire. On voit bien qu'en France, l'argent est immobilisé de part et d'autre. Il est immobilisé dans le patrimoine des seniors. Donc, vendre en viager va monétiser ce logement en revenu complémentaire pour des vendeurs qui en ont besoin aujourd'hui pour vivre plus sereinement leur 3e et 4e âge à domicile. Et on voit bien que l'argent est immobilisé sur des placements financiers. Côté acquéreur, on sait très bien que notre argent ne nous attend pas dans un coffre-fort numérique, et rien de mieux que l'investissement dans la pierre, qui reste une valeur refuge et tangible pour les Français. Et cet argent, au lieu de laisser, par exemple, on va mettre 500 € sur un PEL ou sur un livret A, ces 500 €, on va les donner à Monsieur Jean qui lui en a réellement besoin. C'est presque un projet social. Et qui va même les réinjecter dans l'économie. Tout à fait. C'est un dispositif d'intérêt intergénérationnel à haute valeur sociale, puisque ces 500 € vont être réintroduits dans l'économie par le senior qui va pouvoir aller plus souvent au restaurant, changer sa tapisserie, changer sa baignoire en douche, adapter son logement à une situation de handicap. Et enfin, on fait circuler cet argent qui est enfermé de part et d'autre et dans la pierre côté vendeur et sur des placements financiers côté acquéreur. Et on voit bien que le viager est en quelque sorte une nouvelle forme de retraite par capitalisation. C'est ça ce que j'allais dire. On vient de repousser l'âge de départ à la retraite. C'est un excellent complément. C'est très intéressant de vous entendre, puisque effectivement, ça casse un peu les codes, hein, c'est sûr, par rapport à l'image du viager. Vous savez, on a toujours cette image du viager avec le film de Pierre Tchertman. Je sais pas si pour les jeunes. Alors bon, pour les jeunes, je le conseille. C'est vraiment culte. C'est un très bon film. C'est un très bon film. Mais c'est bien parce que vous rappelez qu'on peut acheter des viagers libres, et c'est vrai que dans la tête des gens, souvent, il y a quelque chose qui est lié au décès et donc qui fait peur, puisqu'effectivement ça projette. Bérénice, vous vouliez poser une question à Sophie Richard. Oui, c'est vrai. Alors vous avez parlé de rente mensuelle tout à l'heure. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler aussi de bouquet quand on parle du viager. Quels sont les différents aspects à prendre en compte justement ? Alors, techniquement, pour faire simple, dans le viager, c'est d'abord avant tout une transaction immobilière. Donc, on va prendre un agent immobilier va prendre un mandat, un bien, va faire un compromis, puis l'acte authentique, un acte notarié. C'est une vente immobilière avec des particularités quant aux conditions et au prix. On va retrouver généralement un bouquet. C'est une somme qui est versée comptant à la signature chez le notaire, qui pourrait servir d'apport, comme dans le cadre d'un financement bancaire, et une rente qui sera servie toute la vie durant du vendeur. Par exemple, on a 2 types de viagers, le viager occupé et le viager libre. Le viager occupé va plutôt s'adresser à des investisseurs qui veulent, comme je disais tout à l'heure, investir dans la pierre, qui reste une valeur refuge pour eux. Et ça sera de l'achat d'immobilier décoté. C'est-à-dire que le fait que le vendeur reste vivre chez lui, c'est comme si c'était un locataire, sauf qu'il ne va pas verser de loyer. On va décoter dès le départ le prix. Si je reprends mon exemple d'un bien de 300 000 € avec une vendresse qui a 74 ans, la décote sera de 50%. C'est-à-dire que la valeur occupée, la valeur d'achat, sera de 150 000 € pour mon acquéreur. Donc, on voit bien que le viager occupé, il y a un intérêt économique, c'est-à-dire que j'achète un bien à la moitié de sa valeur, un intérêt financier, je n'ai pas besoin d'avoir recours à l'emprunt et existe tous les frais bancaires des 136 000 € que j'ai expliqué tout à l'heure, sachant que si j'achète ce même bien sur 25 ans, c'est 250 000 € quand même de coût de financement, donc c'est pas neutre. Il y a également un intérêt fiscal pour l'acquéreur, puisque les frais de mutation, les frais d'acquisition notariée seront portés sur une valeur occupée de 150 000 €. Donc ici, j'économise entre 10 et 12 000 € dès le départ. Il y a également un intérêt fiscal, puisque je ne vais pas percevoir de loyer. La décote des 50%, c'est comme si c'était une avance de loyer théorique. Ça veut dire que je n'ai pas de revenu foncier à déclarer, qui ne viendra pas alourdir mon impôt sur le revenu. Et enfin, pour les acquéreurs qui sont soumis à l'IFI, la bonne nouvelle, c'est que je vais déclarer le bien d'une valeur occupée de 150 000 €, bien que je sois propriétaire d'un bien de 300 000 €, qui se valorisera dans le temps. Et la cerise sur le gâteau pour les acquéreurs, qui n'est pas neutre, c'est qu'il y a une tranquillité, une sérénité de gestion.
On voit qu'il y a beaucoup d'acquéreurs qui ne veulent plus investir dans le locatif parce qu'ils subissent les tracas, les impayés de loyer, les turnovers, les dégradations, alors qu'en vendant en viager occupé, le vendeur a un affect considérable pour son bien et il veillera à l'entretenir comme aucun locataire le ferait. Donc c'est vrai que à chaque fois qu'on rencontre dans nos agences un acquéreur et qu'on lui explique ses intérêts, sa réaction c'est de dire mais il y a un loup. Alors quand on vous écoute, effectivement, on a l'impression que c'est la martingale de l'immobilier. Là, du coup, c'est le remède anti-crise, bien évidemment. Juste une question technique. On paye une rente mensuelle, on est d'accord ? Plus on paye la rente au crédit rentier, c'est bien ça ? Tout à fait. Et il y a un bouquet. Alors, est-ce que ça se finance la rente ou est-ce que comment font les gens ? Ils empruntent à la banque pour le bouquet. Oui. Et comment ils planifient le versement de la rente ? Comment est-ce que les banques, est-ce que les banques savent par exemple planifier le versement d'une rente sous forme d'un financement global ? Et quel type de package ? Parce que ça, c'est la question qu'on nous pose. On dit, OK, ça a l'air hyper intéressant. Il y a une modernité, effectivement, dans l'offre, malgré le fait que ça s'appelle du viager. Il y a une vraie modernité d'acquisition. Mais techniquement, comment ça se passe ? Alors, techniquement, comment ça se passe ? Déjà, il existe des viagers sans bouquet. Il n'est pas obligatoire d'avoir un bouquet. En viager, il y a l'obligation d'avoir une rente viagère toute la vie durant du vendeur. Parfois, il n'y a pas de capital ? Tout à fait. C'est le vendeur qui le décide, ça. Exactement. On va d'abord partir des besoins du vendeur. Donc, les raisons sont multiples de vendre en viager. C'est hériter de soi-même pour avoir des aides à domicile. Donc, ils vont vouloir optimiser la rente viagère parce qu'ils ont des besoins de services d'aide à la personne, de portage de repas ou autre. Soit ils vont avoir besoin d'un bouquet pour financer des adaptations du logement au handicap. Soit ils vont avoir besoin d'un bouquet conséquent parce qu'ils ont beaucoup cumulé de prêts à la consommation. Il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de seniors, malheureusement, qui sont surendettés en France parce qu'on ne peut pas maintenir le niveau de vie auquel on était habitué à la retraite. Et ces personnes-là vont cumuler des prêts à la conso pour maintenir un train de vie. Et on sait bien que arrivé à la retraite, il y a une baisse drastique des revenus et les charges sont tout aussi importantes. Ou on va avoir des vendeurs qui ont besoin d'un bouquet pour donner de leur vivant à leurs enfants. Et ça rejoint la question de tout à l'heure. Aujourd'hui, avec l'allongement de la durée de vie, ça a changé totalement le paradigme de la constitution du patrimoine immobilier. On hérite très souvent, on est petits-enfants quand on hérite de nos parents. Ça saute d'une génération. Et on a plutôt besoin de l'aide précieuse de nos parents à 35-45 ans pour financer une résidence principale, parce qu'on a des besoins d'extension, parce qu'on doit financer les études des enfants, et donner de son vivant à ses enfants est possible grâce au viager occupé avec la constitution d'un bouquet notamment. Donc pour répondre à votre question, c'est que oui, on peut financer l'apport du bouquet par la banque, mais il faut trouver des garanties autres que l'hypothèque ou le privilège de vendeur, le PPD traditionnel que va prendre la banque. D'accord. Pour reprendre par exemple, ça serait de mobiliser de l'épargne. Exactement. Quand la banque va vous financer, elle veut être garantie que vous allez bien lui rembourser sa mensualité. Pour ce faire, elle met traditionnellement une hypothèque sur le bien, une hypothèque de premier rang et sans concurrence. Sauf qu'en viager, on va souscrire la même garantie pour le vendeur, puisque le vendeur jouera le rôle de banquier. Donc, il faut bien lui assurer le bon paiement de la rente viagère pour le protéger. Donc, on va mettre en place ce qu'on appelle un privilège du vendeur. Donc, il est tout à fait possible techniquement de financer par l'emprunt l'apport, le bouquet, soit avec un nantissement. Donc, on va bloquer de l'épargne et la banque va garantir un prêt, un PEL ou un livret quelconque, soit d'hypothéquer un autre bien. Par exemple, je suis acquéreur, j'ai une résidence principale qui n'est plus soumise à l'emprunt. Je peux porter l'hypothèque de ma banque sur ma résidence principale. Donc, il y a plein de techniques bancaires. Là, un acquéreur peut se rapprocher d'une agence Viagimo qui pourra l'accompagner, et parce que très souvent, les conseillers bancaires ne sont pas au fait. Mais justement, Sophie Richard, on peut planifier le versement de la rente, et le versement de la rente peut aussi se financer, on est d'accord ? Alors, on pourrait l'imaginer, techniquement, c'est tout à fait possible. Ça veut dire que, mais faut-il que la banque veuille jouer le jeu au lieu, voilà, par exemple, si j'achète un viager occupé pour une femme de 74 ans avec un bouquet de 50 000 euros, j'aurai une rente viagère de 553 euros par mois.
Comme ça, voilà, un exemple chiffré et un peu plus concret. Donc peut-être que la banque pourrait faire un prêt de 150 000 euros, y compris donc 50 000 euros de bouquet et les 100 000 euros à peu près pour servir la rente viagère. Ça, c'est tout à fait possible techniquement, mais il faudra trouver une garantie différente de l'hypothèque traditionnelle. Et pour le viager libre, parce que là vous avez évoqué donc le viager occupé, l'aspect technique pour le viager libre, c'est pareil, il y a un bouquet à verser qui est plus gros, j'imagine. Ou pas, voilà, un bouquet ou pas. Donc, comme je vous le disais, il y a deux types de viagers, le viager occupé et le viager libre. Le viager occupé, on a vu, va plutôt concerner des investisseurs, des personnes qui veulent se constituer un patrimoine immobilier pour anticiper et sécuriser leur future retraite. Qui n'ont pas besoin d'un logement tout de suite. Qui n'ont pas besoin d'un logement tout de suite. Je pense aux expatriés, aux logements de fonction. Je pense également aux entrepreneurs, aux commerçants, aux professions libérales qui savent très bien qu'ils n'auront pas de retraite complémentaire via l'État. Donc, ils sont invités le plus rapidement possible à se constituer de la pierre, de l'immobilier, sans tracas locatif, parce qu'on a vu que Monsieur Jean va entretenir le bien comme aucun locataire le ferait. Il n'y a pas de risque d'impayé de loyer et ça ne vient pas alourdir sa fiscalité. Alors que le viager libre va plutôt concerner des acquéreurs qui souhaitent habiter de suite dans le logement. Et pour eux, on sait très bien que le rêve français par excellence, c'est d'être propriétaire. Alors, c'est peut-être pas le rêve de Monsieur Macron, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que le rêve français, c'est d'avoir un toit sur sa tête. C'est une évidence. Mais si on peut être propriétaire, voilà, ça n'a pas de prix. Sauf qu'avec la conjoncture économique actuelle, la fiscalité qui est oppressante, et puis les taux d'emprunt qui ne nous permettent pas d'accéder à la propriété, on peut se tourner vers le viager libre. Merci beaucoup, Sophie Richard. Vous nous avez appris pas mal de choses là ce matin, parce qu'effectivement, c'est une façon de voir le viager extrêmement originale, qui est beaucoup plus moderne. Là, je m'adresse à ceux qui nous écoutent, de vous encourager très vivement à vous pencher sur ce type de solution, puisqu'effectivement, vous avez la possibilité, bien évidemment, que vous êtes implanté partout en France, me semble-t-il, chez Viagimo. On peut avoir recours à vos services. Vous êtes très accessible sur votre site internet. Merci, Sophie Richard. Je rappelle que vous êtes la présidente du réseau Viagimo. Viagimo, c'est peut-être la solution anti-crise, ma chère Laurence. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Parlons Immo avec vos questions à vous qui nous écoutez. Si vous avez des interrogations sur votre logement, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite, il est 9h42. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. C'est la suite de Parlons Immo avec Sylvain Lévy-Valency à 9h46. Et vos questions à vous qui nous écoutez, ça vous concerne. Si vous avez des interrogations sur votre logement, vous nous appelez au 0826 300 300. Et comme à chaque fois, Sylvain, nos experts vous apporteront des solutions. Absolument. Et bien évidemment, sur tout 2024, chaque semaine, vous toutes et vous tous qui nous écoutez, on répondra à toutes vos questions. Et cette semaine, ma chère Bérénice, nous avons eu un auditeur qui se pose des questions, même deux auditeurs, des grands-parents qui se posent des questions sur les donations. Oui, c'est Luc qui nous a écrit avec sa femme, son épouse Monique. Alors tous les deux sont grands-parents, il y a eu les fêtes de Noël et de fin d'année, et en fait ils ont réfléchi à donner de l'argent à leurs enfants et petits-enfants, notamment qui souhaitaient, vous savez, on parle beaucoup de l'apport immobilier qui est aux alentours de 20 à 30% du bien, voilà, les aider pour faire un achat immobilier. Alors évidemment, ils veulent éviter que ça génère trop d'impôts, et ils se demandent quelle est la meilleure forme. Alors pour répondre à cette question, on accueille tout de suite Nathalie Gouzi-Goussuas, notaire à Paris et intervenante à l'École nationale de la magistrature et à l'École de formation du barreau. Bonjour maître. Bonjour à tous, bonjour chers amis et belle année, bonne année à tous nos auditeurs. Maître, merci d'être avec nous, merci de nous conseiller. Alors, vous avez entendu la question, voilà, Luc et son épouse Monique se demandent comment donner de l'argent à leurs petits-enfants pour les aider notamment à acheter un bien, et voilà, comment faire pour que cela ne génère pas trop d'impôts. Bien sûr, alors surtout que les fêtes de fin d'année sont propices à de telles interrogations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Luc et Monique, s'ils posent cette question, c'est peut-être qu'ils ont déjà été très très généreux avec leurs enfants, parce qu'en fait, ce qu'il faut le savoir, c'est qu'en France, vous pouvez quand même faire des donations totalement exonérées,
tous les 15 ans de 100 000 euros par enfant et par parent. Et en plus de sommes d'argent de 31 000. Donc Monique et Luc, en fait, ils peuvent très bien faire des donations, ce qui s'appelle soit des dons manuels, soit des donations, en profitant de ces franchises fiscales sans être imposés. Le présent d'usage, c'est quelque chose de complètement différent d'un don manuel. C'est un présent qui peut se faire à l'occasion d'un événement déterminé. Vous voyez, on y est, fête de fin d'année, anniversaire, réussite à un examen, mariage, et qui ne suivent absolument pas les règles fiscales des donations. Donc pas besoin de le déclarer. Et en plus, ces présents ne suivent pas, chère Bérénice, les règles civiles des donations. Parce qu'on ne le sait pas toujours, mais par exemple, lorsque vous donnez, vous êtes généreux, vous avez de l'argent, vous donnez 30 000 euros à l'un de vos enfants pour justement l'aider, lui donner un coup de pouce pour s'acheter l'appartement de ses rêves, pour constituer un apport. Eh bien, si ses frères et sœurs n'ont pas eu la même chose, peut-être parce que vous n'avez pas eu les sous pour lui donner à ce moment-là, et que vous n'avez pas concrétisé ça chez votre notaire par une donation-partage, eh ben, l'heureux récipiendaire de cette somme de 30 000 euros, non seulement il devra en rendre compte à ses frères et sœurs au décès de la personne qui a donné, mais en plus, cette somme sera revalorisée selon la valeur qu'aura le bien au jour du décès. Donc, vous voyez, ça peut créer de grosses difficultés. Le présent d'usage, chère Bérénice et Sylvain, il échappe vraiment à ces règles, non seulement fiscales et civiles. C'est-à-dire que les personnes qui les ont reçus, ces présents d'usage, eh ben, ils n'en sont pas comptables par rapport à leurs cohéritiers. D'accord. Vous voyez ? Oui. Pour expliquer à nos auditeurs, là, donc vous parlez d'une somme, par exemple, les fameux 30 000 euros. Donc, si l'enfant achète un bien avec ces 30 000 euros et que ce bien prend de la valeur double, exactement, donc les 30 000 euros vaudront 60 000 euros. 60 000 euros, exactement. Et ça, du coup, alors le présent d'usage échappe à ces règles, mais bien évidemment, il ne faut pas trop en abuser parce que ce que nous dit, il n'y a pas de règles particulières, même s'il y a des pratiques, ça doit correspondre, chers amis, à un usage. Donc, fête de fin d'année, anniversaire, mariage, réussite à un examen et surtout être proportionné aux revenus du patrimoine de la personne qui donne ou à ses revenus annuels. Généralement, on parle de 2% par an. Donc, il faut vraiment être vigilant. Et moi, ce que je conseille toujours à mes clients, c'est à l'occasion de cette transmission, souvent de sommes d'argent, bien sûr, ce présent d'usage, eh ben, vous n'hésitez pas en faisant le virement à mettre, vous voyez, les banques le permettent maintenant. Bon anniversaire, mon petit ange, joyeuse fête de fin d'année, mes amours, vous voyez, pour démontrer vraiment que c'était déjà ça fait plaisir, ça. Et puis en plus, ça montre vraiment que c'était à l'occasion de cet usage que sont les fêtes de fin d'année, réussite à un examen. Non, mais ça peut être sympa parce que bonjour mon chéri, voici 150 000 euros. Le banquier doit se dire. Mais alors là, Sylvain, les 150 000 euros, faudrait vraiment être très 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 riche, être dans le top 40 bien sûr, de fortune de France. Sinon, c'est un don manuel. C'est clair. Et alors, pour être clair, quand on fait un don manuel, il n'y a pas besoin d'aller chez le notaire. Alors tout à fait. Vous pouvez Alors il faut néanmoins l'enregistrer. C'est des formulaires CERFA, mais c'est pas du tout pour faire travailler le notaire. Mais sachez quand même qu'il est préférable, surtout si vous gratifiez tous vos enfants, de faire le don manuel par une donation-partage, parce que qui se fait automatiquement chez le notaire, parce que ça fige les valeurs. Vous voyez, chère Bérénice, ce dont on parlait, c'est-à-dire que si vous faites un don manuel et que vous vous contentez de le déclarer, eh ben cette fameuse règle de revalorisation du bien dont on parlait tout à l'heure, je te donne 30 000 et ton bien a doublé, donc tu es comptable de 60 000, eh ben elle n'arrive pas, elle ne joue pas lorsqu'il y a une donation-partage qui se fait par le notaire. Donc faut pas hésiter à aller voir votre notaire préféré. Et à partir de combien, en fait, à partir de combien les sommes sont assez conséquentes ? Alors je vais compléter la question. Et est-ce qu'on doit faire une mesure d'égalité pour chaque enfant, par exemple ? Alors, ce n'est pas nécessaire, Sylvain. Vous pouvez très bien, dans une donation partage, vous pouvez très bien, ou même dans une donation simple, vous pouvez favoriser. Regardez, c'est ce qui se passe avec notre Alain Delon, où on sait qu'il a gratifié sa fille de ce qu'on appelle la quotité disponible. Oui, donc, on a quand même une marge de manœuvre où on peut favoriser soit un tiers, soit l'un de ses enfants. Et tout dépend du nombre d'enfants que l'on laisse ou du nombre de ses héritiers. Donc,
Sylvain, non, on n'est pas obligé de servir ses enfants du même montant, même si c'est conseillé pour la paix des familles. Oui, c'est vrai que pour la paix des familles, c'est quand même mieux de, c'est de voir des familles se déchirer comme les Delon, c'est pas toujours le mieux. Une dernière question peut-être, quand en général, voilà, quelles sont la somme le pour montant les présents d'usage, chère Bérénice, mais c'est ce que nous disent. Il y a pas de barème, mais on s'accorde à dire que c'est 2% du patrimoine ou des revenus annuels. Quelqu'un qui a une retraite de 1 000 euros et des économies de 8 000 euros, le fait de payer une voiture à son petit-fils de 10 000 euros, c'est pas un présent d'usage, c'est un don manuel. Oui, mais disons que quelqu'un qui a une retraite de 2 000 à 3 000 euros, qui a un peu de patrimoine, 50 100 000 euros, on considère que 3 000 euros maximum aux fêtes de fin d'année, quitte à le diviser en deux, 1 500 euros à l'anniversaire. Mais il faut aussi veiller à ne pas se démunir. Bien sûr. Contrairement à une idée répandue, plus on est âgé, plus on a besoin d'argent. Bien sûr. Eh bien, merci infiniment, maître Nathalie Couzy-Goussieu. Bonne journée à tous. Paris. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Tout de suite, un bien proposé en viager par notre partenaire Viagimo. Oui, bonjour Laurence, bonjour. À tous. Alors pour ce premier bien en viager de l'année, nous allons au pied de la Bonne Mer, non loin du mythique stade Vélodrome, stade du non moins mythique OM. Vous l'aurez reconnu, il s'agit bien de la ville de Marseille et évidemment je dis tout cela en toute objectivité. Je trouve qu'on y va souvent, vous devez bien aimer Marseille. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Alors cette semaine je vous propose un appartement de 74 mètres carrés dans le 10e arrondissement de la cité phocéenne, un T4 à l'origine qui a été aménagé en T3. L'appartement est composé de 2 chambres, d'une cuisine, d'une salle de bain et toilettes indépendantes, mais aussi un grand balcon avec vue sur les collines à l'ouest et une vue panoramique sur le parc Saint-Cyr et sur Notre-Dame de la Garde. L'appartement est situé au 6e étage dans une résidence très calme. Notre bien comprend aussi une cave, un garage fermé. Il se situe à proximité immédiate du boulevard de Saint-Loup et de tous ses commerces, transports et équipements scolaires. Alors comme on le fait chaque semaine dans notre émission et on parle vrai sur Sud Radio, quelles sont les conditions techniques et pratiques du viager ? Alors cette semaine, Sylvain, c'est un viager occupé par droit d'usage et d'habitation au profit d'un homme de 78 ans et d'une femme de 77 ans, c'est-à-dire que le couple l'habitera toujours une fois le bien acheté, comme Sophie Richard nous l'a expliqué tout à l'heure. Viager occupé. Tout à fait. Alors pour un bien dont la valeur libre est pour la valeur vénale est de 220 000 euros, comptez un bouquet à 105 400 euros et une rente mensuelle de 124 euros. Je vous conseille donc de foncer, contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de Marseille, de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos www.viagimo.fr. Merci beaucoup et on va, comme chaque semaine, faire un peu le tour de France. Où est-ce que vous nous emmenez cette fois-ci ? On reste dans le sud. Oui, première étape à Arles, une ville que l'on appelait autrefois la Petite Rome des Gaules. Je vous propose une maison de ville d'une surface de 62 mètres carrés construite en 1955 qui comprend au rez-de-chaussée 2 garages et à l'étage une partie habitable. La maison se trouve aussi dans une cour sans vis-à-vis. Elle se situe dans le quartier dit de la Cavalerie au nord du centre-ville et à proximité immédiate des écoles, commerces, centres médicaux, transports et axes autoroutiers. Elle est proposée au prix de 242 000 euros et vous pouvez retrouver les photos et infos sur le site de xpfrance.fr. Un troisième point, peut-être Oui, alors je voulais juste faire une simulation de financement à 20%. Mais oui, bien sûr, combien tout à fait. On est à des mensualités de 1 076 euros pour le premier bien. Le troisième bien, on reste dans le thème gaulois. On va dans la capitale des Gaules, à Lyon, que vous connaissez bien, Sylvain. C'est surtout vous qui connaissez bien. Oui, alors donc, on va dans le 4e arrondissement de Lyon, qui est un arrondissement mondialement connu pour avoir vécu la naissance d'un certain Sylvain Lévy-Valency. Oui. Exactement. Voilà, donc un appartement de 3 pièces de 66,73 mètres carrés, très bien agencé et l'appartement est proposé au tarif de 235 000 euros avec un apport de 20%. Vous avez des mensualités à 1 031 euros. Merci beaucoup à vous tous. En tout cas, bien on vous retrouve bien sûr samedi prochain. Merci. Allez, à suivre à partir de 10h, comme d'habitude, l'heure libre de Stéphane Simon. Sud Radio, il est 9h57. Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Avec Nexity, premier promoteur résidentiel, trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr.